Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans ce live Twitch de l'Aquarium de Paris. Je suis Corentin et je suis accompagné comme d'habitude de Christian à la régie. Salut, salut. On va vous faire découvrir cette fois-ci le monde des poissons rouges. Alors c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de parler de ce genre d'animaux, mais nous on vient d'entrer dans notre exposition Kawaii, l'art japonais du poisson rouge. Et justement pour cette occasion-là, je vais troquer ma tunique bleu océan contre un joli t-shirt Kawaii orange. Orange poisson rouge, oui c'est vrai que la plupart des poissons rouges ne sont pas rouges, il y a tout un tas de coloris différents, du orange, du jaune, du doré, du blanc, plein de couleurs différentes, rarement du rouge, mais voilà, on parle quand même de poisson rouge et c'est vraiment un animal que nous on voulait mettre en avant. Pourquoi on voulait mettre en avant le poisson rouge? Déjà parce que c'est un poisson qui entretient des liens très étroits avec le Japon. Et l'aquarium de Paris est peut-être le plus japonais des aquariums européens, puisqu'on a beaucoup de liens avec le Japon dans notre manière de travailler, notre manière de présenter les aquariums et de présenter l'information, mais aussi dans nos relations professionnelles, puisqu'on se forme beaucoup avec les aquariums japonais qui ont d'énormes savoir-faire sur tout un tas d'espèces animales. Donc c'est très important d'entretenir ces liens avec eux. Et donc pour rendre un petit peu hommage à cette culture japonaise qui existe en lien avec l'aquarium de Paris, on a cette exposition qui parle de poissons rouges, mais qui parle aussi de Japon. Kawaii, c'est une exposition très japonaise sur la culture japonaise et sur l'art japonais du poisson rouge. C'est aussi quand même l'occasion de recentrer un thème de l'aquarium qui est l'animal dans la ville, puisque les humains côtoient énormément d'animaux tous les jours, que ce soit en campagne, dans la nature, mais aussi en ville, dans des milieux très artificialisés, des milieux très humains, on croise quand même beaucoup d'animaux. On vit au quotidien avec des animaux et cette thématique de l'animal dans la ville, ça nous tient à cœur d'en parler. On a envie aussi à travers cette exposition de redéfinir certains termes, de bien faire comprendre aux gens qu'il existe des animaux sauvages, des animaux domestiques, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage, etc. Il y a plein de définitions importantes à donner à travers cette exposition que vous aurez le loisir de découvrir à l'Aquarium de Paris. Le plus important peut-être aussi, c'est de donner certains bons gestes. Vous l'aurez compris, nous on aime bien aussi déconstruire les idées reçues. Et pour beaucoup de gens, élever un poisson rouge, c'est quelque chose de très simple, super facile. C'est le plus facile de tous les poissons à élever chez soi. Pas du tout. Un poisson rouge, c'est très exigeant. Ça demande beaucoup d'entretien. Ça demande plein de choses. Et du coup, les gens ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi dans l'élevage de leurs poissons. Ils ont tendance aussi, malheureusement, à abandonner un peu trop vite et à les relâcher dans la nature, ou plutôt les lâcher dans la nature. Vous comprendrez pourquoi et vous comprendrez surtout pourquoi il faut surtout pas faire ça. Donc aussi redonner un petit peu de bons conseils, de bonnes méthodologies aux gens et puis bannir certaines idées reçues qu'on peut avoir sur ces petits poissons qui sont très populaires mais qui sont tout aussi complexes que les autres finalement. On a Coco qui nous dit bonjour. Coco avec plusieurs O. Ouais. C'est pas toi, Corentin, Beaucoup vu que t'as pas de d'enthousiasme. portable. Ok. Je sais pas si c'est Corentin ou Corinne, je ne sais pas, mais qui nous salue Coco. en tout cas. Salut à toi et puis merci d'être sur le live. N'hésite pas à poser tes questions si tu en as, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, pour terminer, juste sur pourquoi on fait cette expo, et puis c'est vraiment pour commenter un phénomène qui existe, qui est le phénomène de sélection. Il y a la sélection naturelle, mais il y a aussi la sélection par les humains pour tout un tas de raisons. Et du coup, commenter cette sélection, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, puisqu'on ne l'a jamais fait dans une exposition et que c'est très rare d'en parler dans les aquariums et parcs zoologiques. Donc ça paraît assez essentiel au bout d'un moment de profiter de cette occasion pour le faire. Cax le Cax, excuse-moi de te couper, qui nous salue également. Salut à toi. Pas facile à prononcer comme Ouais. pseudo, mais tout le monde est bienvenu. Voilà, c'est ça. Si c'est affiché en petit, compliqué à lire. Donc, on va faire un petit tour quand même sur ce qu'est le poisson rouge, parce que, mine de rien, c'est quand même le sujet central de cette exposition. Pour vous faire un petit historique rapide, sachez donc que le poisson rouge est bien un animal domestique, c'est-à-dire que naturellement, il n'existe pas de poisson rouge dans la nature. On peut en croiser dans la nature, mais c'est pas normal qu'ils soient là. C'est malheureusement parce qu'ils ont été relâchés à trop de moments par des humains, mais naturellement, il n'y a pas de poisson rouge dans la nature.
Alors sachez que 6000 ans avant Jésus-Christ, c'était quand même il y a très 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 longtemps, 6000 ans avant Jésus-Christ, on trouve des traces de consommation dans des petits vestiges un petit peu fossilisés entre guillemets, hein, on ne parle pas de fossiles, mais on trouve des vestiges de consommation de carassins dorés, qui est donc l'espèce sauvage à l'origine des sélections de poissons rouges. Et donc, il y en a tellement de ces traces de consommation qu'on se demande si finalement, déjà à l'époque, il n'y avait pas une manière de contrôler un peu les populations, de les pêcher volontairement, de les rediriger sur certaines rizières aussi, puisque c'est des poissons qui côtoyaient les bassins immergés des rizières, et de pourquoi pas faire déjà des premières sélections, alors tout à fait involontaires, mais dans la manière de consommer ces poissons, de toujours essayer petit à petit de sélectionner les plus gros, les plus rentables, les plus charnus pour pouvoir les manger. Et donc, petit à petit, avoir, au fur et à mesure des années qui passent, une sélection faite par les humains qui converge vers l'apparition d'une nouvelle espèce, probablement celle du poisson rouge, et donc ensuite de plein de variétés. Puisqu'il n'y a pas plusieurs espèces de poissons rouges, il n'y en a qu'une seule, mais avec plein de variétés différentes. Vous connaissez d'ailleurs des animaux domestiques qui ont une seule espèce, mais plein de variétés. Je vais citer le chien par exemple. Le chien, c'est tout le temps la même espèce, mais avec plein de races différentes. On peut parler de variétés différentes. Pour les poissons rouges, on parlera de variétés. Et puis donc 300 ans après Jésus-Christ, et ben là on commence à avoir les premières traces dans les livres, dans les illustrations, etc. de poissons rouges avec des variétés vraiment colorées, avec des écailles très colorées, etc. Et donc là, probablement que les premières sélections volontaires ont vraiment eu lieu et qu'on a commencé aussi à faire de la sélection, même plus forcément pour manger, pour en avoir des plus gros, etc., mais même pour de l'ornement, pour en avoir des plus jolis, pour les bassins des personnes les plus aisées à l'époque notamment. Donc ça vous donne une idée de à quel point cette historique il est vaste, c'est quand même quelque chose qui remonte à très longtemps. On parle d'une domestication qui s'est faite sur des millénaires finalement et qui aujourd'hui n'est toujours pas finie puisqu'il y a toujours sans cesse de nouvelles variétés de poissons rouges. Souvent, quand on domestique un animal, c'est d'abord sa taille qui va être un critère de sélection. C'est le cas pour souvent les animaux d'agriculture notamment, les animaux qu'on va consommer, les animaux de rente. Donc au début, on sélectionne la taille et puis vient ensuite la sélection plutôt pour l'ornement. Et là, on va sélectionner des nageoires, on va sélectionner des couleurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'observer avec les variétés de poissons rouges. Je vous mets un petit visuel donc pour les variétés les plus robustes de poissons rouges, c'est les plus anciennes. Vous avez le Funa qui est quasiment identique au carassin de base qui a servi donc de modèle initial pour les sélections de poissons rouges. C'est vraiment à ça qui ressemblait avant et donc petit à petit on a eu le Wakin qui est tout aussi robuste finalement mais qui va commencer à présenter les premières écailles un petit peu colorées avec des motifs, etc. Et puis King Joe qui n'est pas vraiment une variété de poisson rouge, c'est plutôt le poisson rouge dans son ensemble, dans sa dénomination japonaise, mais évidemment avec l'animal orange très bien profilé que un peu tout le monde connaît, qu'on a vu sans cesse dans les animaleries, dans les aquariums, chez nos amis, etc. Donc qui est le plus répandu, et le poisson rouge de manière générale. On a 2 questions du chat là, Ouais. déjà. Très chouette les dessins. Et qui est l'auteur? Deuxième question. Qui est l'auteur des dessins? Ah, c'est gentil, ça va me faire un petit peu de pub. C'est mes dessins à moi et vous pouvez les retrouver sur le Instagram de l'Aquarium et puis je les partage régulièrement sur le mien également. Et c'est des illustrations qui servent pour l'exposition. Donc vous aurez des supports d'exposition qui sont illustrés par ces dessins, qui servent aujourd'hui pour le Twitch, qui servent pour les supports pédagogiques également. Et puis du coup, je m'occupe également de faire les dessins des autres poissons et animaux aquatiques qui sont visibles à l'Aquarium de Paris. Donc c'est moi qui ai fait ces petits visuels pour vous montrer mes petits poissons rouges là. Et merci pour le compliment, c'est très gentil. Je vais donc maintenant passer à un deuxième visuel où on va voir plutôt des poissons rouges qui ont été sélectionnés plutôt pour leur forme de nageoire. Vous avez plusieurs nageoires différentes, la nageoire en forme de papillon, la nageoire scindée, la nageoire comète, etc. Donc là, avec Jinkin, Tosakin et Ryukin, vous avez quand même les poissons rouges les plus majestueux en termes de nageoires, qui sont très rares à voir exposés en France. Donc c'est quasi unique de pouvoir
pouvoir les observer à l'aquarium de Paris et à les regarder de près. Ils sont quand même absolument gracieux. C'est vraiment magnifique et ils ont vraiment cet écho avec tout le phénomène artistique du Japon avec ses voiles élégants, etc. Donc c'est très très joli à voir. D'ailleurs, il y a pas mal d'internautes en voyant le logo de l'exposition qui pensaient qu'il s'agissait d'un papillon. Ouais, bah, c'est la nageoire papillon C'est ça. typique du Tosakin, hein, donc ce joli logo que vous avez là. Je reprends un petit peu mon lexique pour être sûr de ne pas me tromper, mais on appelle ça donc un kamon, qui est un emblème, hein, au Japon, donc qui va servir à représenter une famille, un clan, etc. Donc c'est vraiment le kamon de l'exposition qui est magnifique et donc qui montre un poisson avec sa nageoire papillon. Voilà. Et donc, vous avez aussi des sélections qui ont été faites sur la forme du corps. Là, on va vous montrer le corps en boule, notamment, avec ces deux variétés-là. Je ne vais pas me risquer dans la prononciation, c'est un petit peu trop compliqué, mais c'est vraiment les variétés choupi, kawaii de la présentation. Parce que vraiment, voilà, ils sont un petit peu dodus, ils vont avoir les nageoires légèrement perlées, etc. Donc, c'est très joli, c'est très, très mignon. Et puis, vous en avez qui sont célèbres, évidemment, c'est les variétés télescope. Télescope, on dit Demekin, donc vous avez le panda Demekin, hein, notamment, Kuro Demekin, etc., qui sont vraiment très célèbres parce qu'ils ont les yeux exorbités. Ils vont avoir un corps très robuste également, donc légèrement rondelet aussi. Donc ça vous donne une petite gamme de variétés chez les poissons rouges, cette diversité qu'on peut avoir. Déjà, juste sur cette illustration, vous voyez du noir et blanc, du grisâtre avec du jaune, etc. Enfin bref, il y a plein de couleurs différentes. C'est pour ça que finalement, poisson rouge, bon, pas si rouge que ça, hein, il y a quand même vraiment beaucoup de couleurs très, très, très différentes. Justement, en commentaire, il y a Alex Gandalf qui nous dit qu'il existe presque des variétés à l'infini. C'est fou. Ouais, quasiment à l'infini, parce qu'en fait, il y en a certaines où c'est une variété. Autant l'espèce, on peut l'arrêter à peu près, hein, ça reste sujet à débat, mais on peut dire ça c'est une espèce, ça c'en est une autre. Là, pour les variétés, c'est plus compliqué, parce que chez une même variété, vous avez une grosse déclinaison de couleurs, de motifs, et alors à quel moment on va se dire, bah, c'est pas plusieurs variétés. Globalement, on estime qu'il y a quand même à peu près 300 variétés vraiment différentes de poissons rouges, et après, dans chaque variété, vous avez des déclinaisons qui sont assez incroyables. Et depuis l'arrivée vraiment chez les particuliers pour de l'ornement, pour de l'aquaculture, etc., de l'aquariologie, pardon, vous avez un nombre de variétés qui explose. C'est comme pour le chien, au début, quand c'était un animal pour l'agriculture qui aidait les personnes qui travaillaient dans ces métiers-là, il y avait très peu de races de chiens différentes. Mais dès lors qu'on a commencé à faire de la compagnie, etc., bah là, pour le coup, le nombre de variétés explose littéralement, et ce phénomène-là est très bien commenté à travers l'exposition Kawaii de l'Aquarium de Paris. Donc voilà, je vous ai montré ces petits visuels-là de différentes variétés de poissons rouges que vous pouvez trouver très jolies, très mignonnes, ou alors pour d'autres plus originales. Donc voilà, ça vous donne vraiment, vraiment ce côté florissant des différentes variétés de poissons rouges. Je vous ai parlé d'idées reçues tout à l'heure qui circulaient beaucoup sur les poissons rouges. Sur une petite image, là, je vais vous afficher quelques idées reçues, faits méconnus sur les poissons rouges. Mais avant ça, juste un petit rappel, parce que tout le monde est persuadé que c'est super facile d'avoir un poisson rouge. Je pense que c'est un phénomène qui a été très amplifié par le fait que le poisson rouge, c'est le poisson le plus commun dans les aquariums. C'est le poisson domestique par excellence. Il n'existe pas beaucoup d'espèces de poissons domestiques. En France, la législation française n'en compte que 5. Le poisson rouge en fait partie. Et au final, le poisson rouge, on le retrouvait souvent dans les cadeaux, les dotations, etc., notamment dans les fêtes foraines. Je pêche 3 canards à la ligne et hop, on m'offre un poisson rouge dans une toute petite boîte avec de l'eau à l'intérieur. Bref, c'était vraiment le poisson en cadeau. Tout le monde l'avait. Et on pense que c'est facile à entretenir. Et au final, on se rend compte que très rapidement, il peut renvoyer des signes de mal-être, le poisson rouge, en ayant un comportement très systémique où il va vraiment faire tout le temps la même chose. Il va perdre un petit peu de couleur, ses nageoires vont s'abîmer, etc. Il va pas se nourrir aussi bien qu'avant. Bref, on se rend compte que finalement, c'est pas si facile que ça.
On vous conseille d'avoir quand même au moins 50 litres pour que le poisson puisse nager. Alors évidemment, 3 poissons dans 50 litres, ça marche, hein, parce qu'ils ne vont pas nager au même endroit, ils peuvent se croiser, etc. Mais plus c'est grand, mieux c'est. Il faut qu'il y ait au moins 2 poissons. C'est des animaux qui supportent très mal la solitude. C'est sûr que les interactions de poissons rouges, c'est pas les interactions des êtres humains entre eux. Donc c'est pas parce que vous les voyez pas, entre guillemets, se parler qu'ils ne sont pas en train d'interagir. Les interactions, c'est des stimuli électriques, c'est des stimuli chimiques, physiques. Bref, il y a tout un tas de choses que nous, on a du mal à interpréter. Mais les poissons rouges sont des animaux qui ont besoin d'être plusieurs dans le bassin. Évidemment, si vous en avez 50, ça commence à être un petit peu limité d'avoir 50 litres seulement. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il faut qu'il y ait quelques éléments de décor dans votre aquarium, des petites plantes, des obstacles, un peu de gravier, etc. Parce que sinon, si l'espace est complètement aseptisé, là, il n'a aucun repère visuel et ça va le forcer à un peu trop tourner en rond. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas forcément le petit bassin tout rond en soi qui est problématique, mais c'est le fait qu'il n'y ait rien pour interagir, rien pour modifier la nage, rien pour perturber un petit peu. Et au final, ce qui peut au début être un peu une zone de confort devient vite un manège duquel le poisson a du mal à s'extirper et ça peut être un petit peu dangereux pour lui. Et puis, il faut être capable aussi de contrôler la température parce que si la température est tout le temps la même, votre poisson, déjà s'il est tout seul, c'est sûr, mais même s'ils sont plusieurs, vous ne pourrez pas les faire se reproduire puisqu'il faut quand même contrôler la température aux alentours de 16 degrés, pas trop au-dessus, pour que le poisson puisse déclencher sa reproduction, sa ponte, etc. Alors que de manière générale, il va vivre un petit peu au-dessus de ça. Donc il faut être aussi capable de régler la température et jouer avec la température d'un bassin. Si vous avez un petit bassin de fête foraine, autrement dit une boîte en plastique, vous ne pouvez pas faire ça. Et là, vous ne pouvez pas assurer le bien-être de votre poisson rouge. Donc souvent, les gens se rendent compte un peu trop tard que c'est pas si facile que ça d'avoir un poisson rouge à la maison. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, dans le pire des cas, le mettre dans les toilettes, dans la rivière, etc. Et dans d'autres cas, parfois, l'apporter à des autorités compétentes. Et là, pour le coup, on va faire un petit peu notre autopromotion aussi, hein, mais on est une autorité compétente là-dessus, puisqu'on est un refuge à poissons rouges. On en recueille très régulièrement. On est un peu alors, refuge, c'est pas le bon terme, hein, mais on est un peu la maison des poissons rouges, la SPA des poissons rouges de l'Aquarium de Paris. Ça arrive très souvent qu'on nous amène des poissons pour qu'on puisse s'en occuper. Et on voit souvent les gens ramener des poissons dans des états pas lamentables, hein, mais des mauvais états, puisqu'ils ont été traités en ignorant beaucoup des paramètres que je viens de vous citer, ce qui peut amener quand même un certain mal-être chez le poisson. Donc pour atteindre la situation de bien-être, il faut vraiment respecter ces critères-là. On va quand même se lancer sur quelques faits méconnus sur les poissons rouges, parce que là aussi c'est une belle source d'idées reçues, les poissons rouges. Donc tout à l'heure j'ai dit, il y a quand même environ 300 variétés de poissons rouges. Tout dépend ce qu'on appelle une variété, pour répondre aux commentaires de tout à l'heure, puisque ça peut être une infinité quasiment de variétés différentes. Un poisson rouge, c'est pas Bubule dans son aquarium qui est tout petit toute sa vie. C'est quand même un individu qui peut dépasser les 30 cm. Les records, c'est dans la quarantaine de centimètres. Alors c'est très très rare, mais globalement, à l'âge adulte, si tout se passe bien dans sa vie, le poisson rouge, il peut atteindre 30 cm de long. 30 cm de long, c'est quand même une taille qui est très éloignée des standards qu'on a en aquarium chez les particuliers. C'est un animal qui peut vivre jusqu'à 15 ans. Alors, il y a plusieurs sources qui tournent là-dessus. Est-ce que c'est une espérance de vie dans de bonnes conditions ou si c'est quelque chose qu'on peut raisonnablement atteindre dans d'excellentes conditions. Forcément, vu la maltraitance qu'il peut y avoir sur ces poissons dans les fêtes foraines, etc., l'espérance de vie globale d'un poisson rouge, elle est nettement en dessous des 15 ans. Mais dans d'excellentes conditions, franchement, c'est tout à fait atteignable d'atteindre 15 ans pour un poisson. Vous en avez qui ont, dans le monde, atteint beaucoup plus que ça, notamment en Asie. Il y a quelques records largement au-dessus de ça. Donc, mine de rien, le poisson rouge est assez robuste, mais il reste un animal fragile en aquarium, puisque c'est des paramètres qui varient très vite et dont il faut savoir se méfier, s'occuper. Juste comme ça, le poisson rouge a une bonne mémoire.
comparé à d'autres poissons notamment, il a plutôt une bonne mémoire. Donc là encore, forcément, vous mettez un petit poisson rouge dans un aquarium tout petit où il fait des tours sur lui-même, aucun décor, etc. Il fait toujours la même chose et il a toujours cet air un petit peu béat. Et ça, c'est de l'anthropomorphisme, hein, de penser que le poisson rouge est bête et n'a pas de mémoire parce qu'il fait des petits tours et qu'il a la bouche grande ouverte et les yeux un petit peu étonnés. C'est de l'anthropomorphisme, voire anthropocentrisme. Et au final, ça nous donne l'impression qu'il a une très mauvaise mémoire, alors que des tests ont été faits avec des petits miroirs, avec des stimuli de nourriture, etc. Et il n'en demeure pas moins que le poisson rouge a plutôt une bonne mémoire. Évidemment, rien de comparable avec certains mammifères ou certains mammifères marins, certains corvidés, etc., qui vont avoir une excellente mémoire, mais plutôt bonne mémoire comparée à d'autres poissons. Donc là, c'est quand même peut-être l'idée reçue la plus répandue qu'on peut trouver sur les poissons rouges. Ce serait cette mémoire de 3 secondes. C'est souvent ça Non, qui est c'est ça, cité. c'est ça. Bah, C'est quand justement, même on a une beaucoup plus. question de Coco qui demande d'où vient l'idée reçue de la mémoire de poisson rouge alors. Je pense du coup y avoir un petit peu répondu, hein, avec la forme des bassins, le fait que le poisson rouge il fasse des allers-retours tout le temps. Il y a aussi des personnes qui surnourrissent leurs poissons. Je donne à manger à mon poisson, il mange. Je lui redonne 2 secondes plus tard, il remange. On a l'impression qu'il a oublié qu'il avait mangé. C'est pas tout à fait ça, hein, c'est que juste la satiété des poissons rouges existe quasiment pas. Elle est très différente. Le poisson rouge digère très vite et puis il va pas avoir ce petit blocage que nous on peut avoir après avoir mangé un énorme repas. On se rend compte que là c'est trop, on peut plus. C'est très différent chez beaucoup de poissons, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas la même satiété que chez nous et du coup les gens le renourrissent. En fait, c'est pas lui qui oublie qu'il a mangé, hein, c'est juste que voilà, il voit de la nourriture, il mange, il emmagasine, il stocke. C'est quasi un réflexe de survie finalement. Donc ça peut aussi entraîner à cette impression-là. Puis on va pas se mentir, hein, vous avez quand même des poissons rouges qui ont une tête assez rigolote, une tête avec la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, et on a l'impression que ça leur donne un air un petit peu niais, un petit peu simplet. Mais pas du tout, hein, c'est juste qu'on a cette sensation de vouloir toujours calquer un visage humain sur ce que font les animaux. Vous n'allez pas pouvoir savoir si votre poisson rouge est heureux ou malheureux en regardant la forme de sa bouche, hein. Il y a plein de poissons rouges qui ont la bouche comme ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, hein. Et au contraire, certains qui vont toujours frétiller comme ça ne veut pas dire qu'ils sont contents. Donc voilà, ça peut venir de là. Et puis, voilà, mémoire de poisson rouge, c'est un poisson de laboratoire, donc on l'a beaucoup étudié aussi en laboratoire, fait faire des tests, etc. Donc peut-être ce côté un petit peu instrument de la science humaine qui a propulsé les croyances de penser qu'il a une mauvaise mémoire, alors même que les résultats de ses expériences montrent que finalement il n'est pas si bête et surtout qu'il a plutôt une bonne mémoire. Ouais. Coco qui nous dit je fais pareil avec le chocolat. Ouais, ouais, c'est la saison en plus. Moi aussi. C'est comparable, hein, puisque dans le chocolat, vous n'avez pas tant de matière nutritive que ça, surtout les chocolats de Pâques, qui sont des chocolats très sucrés, avec un peu de lait, etc. Donc on les mange et on ne s'arrête pas vraiment, et voilà, c'est un petit peu le même phénomène pour le poisson rouge, sauf que lui, même les éléments très nutritifs calculés pour lui, c'est son mode de digestion qui est différent, et il ne va pas forcément sentir cette satiété-là. Voilà. Donc le commentaire est rigolo, et il permet quand même d'appuyer un sentiment que même nous, on partage aussi. Attention de ne pas calquer ses sentiments à soi sur les espèces animales, hein. C'est un point qu'on aborde d'ailleurs dans l'exposition, pour éviter de faire fausse route, notamment quand on interprète le comportement de certains animaux. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les bons gestes, notamment au moment où on n'a plus envie de garder son poisson rouge. Alors déjà, ça c'est très dommage, hein. Sachez normalement que quand on a un animal, c'est pour la vie. Mais si jamais, sachez qu'il ne faut surtout pas relâcher les animaux dans la nature. Ne faites pas n'importe quoi. Les écosystèmes se sont créés et ont été complexifiés avec les millions d'années. C'est pas à nous de rajouter à droite à gauche des espèces comme on l'entendrait. Il y a plusieurs risques à relâcher un poisson rouge dans une rivière. D'ailleurs, on ne dit pas relâcher, on dit juste lâcher ou introduire, parce qu'il n'y est pas présent à l'état naturel, donc il n'y a pas le « re » devant, c'est juste lâcher ou introduire un poisson rouge dans la nature. Alors déjà, pour n'importe quel animal, il y a le risque qu'il devienne envahissant.
Le risque est très limité avec le poisson rouge, hein, pour tout vous avouer, mais il y a pas mal d'animaux de compagnie qui ont été relâchés et qui finalement ont plus que survécu dans le milieu naturel et sont devenus très envahissants. Autour de l'aquarium de Paris, on peut facilement observer des perruches dans les arbres, vous savez, les sortes de beaux oiseaux verts là, qui ont été relâchés massivement. Il y a également le très bon exemple dans la nature des tortues qui étaient présentes en animalerie, etc. Des petites tortues qui progressivement ont été relâchées dans les rivières et qui prennent la place des tortues originaires de l'Europe. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de petits exemples comme ça avec des espèces qui soit sont complètement lâchées dans le milieu naturel, soit des espèces qui ont des traits en commun avec une espèce sauvage mais qui ont été domestiquées et qui retournent à l'état sauvage. On parle de marronnage. Le marronnage, c'est quelque chose qui est dangereux pour les écosystèmes. Il y a des exemples qui sont très jolis et qui ont même favorisé le tourisme avec certains chevaux par exemple, mais ça peut être dangereux pour un écosystème parce que ça peut tout à fait le déséquilibrer. Autre risque de relâcher un poisson, ou plutôt de lâcher un poisson rouge dans la nature, c'est l'hybridation. Le poisson rouge peut tout à fait s'hybrider avec une autre espèce. Le poisson rouge est issu du carassin doré. Le carassin doré est très proche d'autres espèces comme les carpes, etc. Et au final, il y a certaines espèces de poissons qui peuvent se reproduire avec le poisson rouge, sauf que la descendance, c'est une sorte d'hybride un petit peu bizarre, d'où le nom hybridation, qui n'est pas fécond, qui ne pourra pas se reproduire à son tour. Et du coup, on stoppe le cycle de reproduction de certaines espèces. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau des reproducteurs qui vont arrêter leur reproduction sur un tir à blanc au final. Et ça, malheureusement, ça fait baisser les populations de poissons, ça fait baisser la diversité de poissons dans les rivières, et ça peut être un énorme risque. Ça peut perturber grandement la chaîne alimentaire aussi, puisque la chaîne alimentaire est constituée de tout un tas de petits maillons. Ces petits maillons peuvent être notamment les larves d'insectes, les œufs des amphibiens, etc. Et les poissons rouges sont très voraces, surtout si avant d'être relâchés, ils ont été habitués à manger toutes les 5 secondes parce que soi-disant ils auraient une mauvaise mémoire et qu'ils oublieraient leur repas. Donc ils deviennent très voraces et au final ils vont manger beaucoup d'œufs de grenouilles, etc. Ils vont manger des petites larves, ils peuvent manger les larves des poissons d'ailleurs aussi. Et donc forcément limiter la matière à disposition pour les autres animaux et empêcher certains autres animaux d'atteindre leur âge adulte. Les amphibiens sont parmi les animaux les plus menacés en France et même si c'est globalement pour d'autres raisons, la présence d'espèces invasives va grandement perturber aussi leur cycle de vie et les mettre en grand danger. Et puis, c'est tout bête, mais votre poisson rouge devient une proie facile lorsque vous le lâchez, lapsus, hein, vous le lâchez dans une rivière, puisque malheureusement, une fois introduit dans sa rivière, il est au milieu d'espèces marron, grises, enfin bref, des espèces qui sont très peu visibles dans de l'eau en mouvement, de l'eau un peu boueuse. Lui, par contre, souvent, il est orange, il est jaune, il a des couleurs très voyantes. Et donc, pour les animaux qui mangent des poissons, notamment les oiseaux, ils sont très facile à attraper. Donc c'est pas forcément lui rendre service et son espérance de vie elle est très limitée quand même et quand il survit malheureusement il peut faire tous les dégâts que je vous ai cités. Voilà. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non, ça va. Bon ça va, ça veut dire que c'est clair. Donc vous voyez, mine de rien, le poisson rouge, on peut dire beaucoup de choses dessus. C'est un animal domestique, gardez bien ça à l'esprit, c'est un animal domestique comme le chien et le chat, il est habitué à vivre au crochet des humains, dans des lieux contrôlés par les humains, comme les mares, les étangs, comme dans certains bassins d'ornement, les aquariums, etc. Et il n'est pas censé être dans la rivière. Pareil, si vous avez un petit bassin chez vous, faites attention qu'il soit totalement étanche avec les autres milieux, que s'il y a des énormes averses, il n'y ait pas un petit couloir d'eau qui se forme et qui permettrait à vos poissons domestiques de rejoindre la rivière, puisque là, ça pourrait avoir des graves conséquences, comme ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, pour vous parler un petit peu de l'exposition en tant que telle, avant de terminer, l'exposition, elle se décline de tout un tas de manières. Vous avez un parcours de visite qui est magnifiquement décoré avec des objets traditionnels japonais, donc qui font vraiment écho à la culture japonaise. C'est vraiment une exposition qui est avant tout très esthétique. Vous prendrez plaisir à prendre les photos des bassins, à vous prendre en photo devant les décorations. Il y a des très belles lanternes, il y a des stickers, il y a beaucoup de belles choses. C'est un parcours qui est fleuri également et qui permet finalement d'en savoir même un petit peu plus sur la culture japonaise et le lien qu'ils ont avec les poissons rouges. Donc le parcours est très joli, mais même sur ce parcours, donc, vous avez tout un tas d'informations sur les poissons rouges, sur les animaux d'eau douce, sur des définitions, donc un lexique très précis de ce qu'est un animal domestique, ce qu'est un animal sauvage, un animal de compagnie, etc. Vous allez pouvoir en apprendre plus sur le poisson rouge. Moi, je vous ai donné 2-3 anecdotes, mais il y en a plein sur le parcours, certaines très étonnantes d'ailleurs, que vous pourrez découvrir. C'est vraiment un animal sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues et surtout un animal qui surprend, qui est capable de surprendre sur bien des aspects. Donc tout ça, vous pourrez le découvrir. On propose également sur les jours de forte affluence, ce sera dans quelques jours, consultez bien le programme, un spectacle donc, sur le poisson rouge qui va parler justement des méfaits de l'introduction d'animaux domestiques et d'animaux non naturels de leurs écosystèmes dans ces écosystèmes et donc de toutes les conséquences que ça peut avoir. Un spectacle très amusant qui permet de comprendre l'essentiel de l'exposition pour les plus jeunes notamment. On a tout un tas de bassins dans cette exposition, des bassins qui permettent de montrer des variétés de poissons rouges très rares en Europe, certaines quasi introuvables, qui vont vous permettre donc de vous familiariser avec ces variétés-là, de variétés notamment que je vous ai montrées dans les visuels dessinés, mais que vous allez pouvoir voir en vrai. Vous allez voir, c'est très, très amusant à regarder, le comportement qui est très variable suivant les variétés, qui va vous permettre donc de vous familiariser avec ce formidable petit poisson qui est le poisson rouge. On propose également en supplément de la visite un petit livret. Donc, je vous le montre à l'écran. C'est un petit livret qui permet de faire un jeu de piste, plutôt une petite série de jeux dans l'aquarium pour découvrir le poisson rouge et les poissons d'eau douce. Et ce petit livret qui permet donc d'apprendre plein de choses et de repartir à la fin de votre visite avec une petite surprise en souvenir. Ça fait toujours plaisir d'augmenter un petit peu sa visite comme ça, d'agrémenter avec plusieurs petits supports. On propose également gratuitement sur le parcours de visite un atelier créatif qui va vous permettre, donc pour les plus petits, de créer le disque de la sélection, donc des petits disques à faire pivoter pour créer vos propres variétés de poissons rouges, pour vous improviser un petit peu les maîtres de la création des poissons rouges, pour choisir le corps qui vous plaît le plus, le type de tête de poisson rouge qui vous plaît le plus, les nageoires, etc. Et puis ensuite avoir le loisir de le colorier. Mieux que moi, je vous le recommande. Moi, je l'ai fait en m'amusant un petit peu avec les feutres, mais vous pouvez faire ça de manière bien plus jolie que moi. Donc c'est un très bon moyen de comprendre un petit peu ce que c'est la sélection et donc la différence avec les espèces naturelles. En parlant de sélection, on a une question Ouais. d'Anaïs qui Ok. déjà nous dit Bonjour, c'était Anaïs. super intéressant, merci. J'ai juste une petite question. Est-ce que c'est pas problématique de faire l'apologie, entre guillemets, de la sélection au vu des dérives? C'est une question hyper intéressante où on s'attend vraiment à ce qu'elle soit posée, cette question. C'est vrai qu'on voit souvent des photos aussi de poissons rouges qui vont avoir, même pas les yeux exorbités, mais vraiment une tête qui fait quasiment peur à voir, le cerveau qui ressort, des scolioses, des nageoires étranges, etc. Donc il y a vraiment des dérives de la sélection où parfois ça va un peu trop loin. Et ces sélections, elles viennent de poissons qui ont été lâchés ou bien c'est des... C'est de l'interne uniquement avec des Ok. poissons rouges domestiqués depuis longtemps, etc. Et d'ailleurs, c'est des espèces qui survivent presque pas une fois lâchées dans la nature. Donc, il y a très peu de chances pour un pêcheur de pêcher un poisson rouge qui ne soit pas une
variétés robustes ou anciennes. Les variétés les plus récentes, dont celles où il y a des dimorphismes un petit peu bizarres, c'est très rare de les pêcher parce qu'elles ne survivent pas en fait. Et nous, on ne va pas vraiment faire l'apologie de la sélection, on va la présenter. On présente un phénomène existant, on le commente, on va présenter d'ailleurs dans nos bassins uniquement des variétés avec un physique qui ne modifie pas le rythme de vie, le cycle de vie, la biologie de ces animaux-là. Ils peuvent nager correctement, ils peuvent s'alimenter correctement, ils peuvent éviter les obstacles correctement. Bref, ça ne va pas les modifier là. Donc nous, on ne va pas présenter ces fameuses dérives de la sélection. On présente uniquement des phénotypes bons nageurs, etc. Et on va commenter un phénomène qui existe, parce que c'est un phénomène hyper intéressant. La sélection, c'est pas que pour l'ornement, elle a permis dans de nombreux pays du monde de pouvoir mieux manger, mieux travailler, etc. Donc ça reste un phénomène qu'il est important de commenter. Et puis, faire une exposition sur la sélection, c'est pas faire l'apologie des mauvaises sélections. Je fais souvent ce parallèle-là, mais si vous faites une exposition dans un musée sur la cuisine, c'est pour commenter la cuisine de manière générale. Alors dans la cuisine, il y a aussi la malbouffe, et le principe de cette exposition de cuisine, ce ne sera pas de faire l'apologie de la malbouffe. Donc au final, on ne fait pas l'apologie même de la sélection de manière générale, on la commente tout simplement, et on va essayer de présenter le plus possible de sélections proches du Funa, hein, la fameuse variété ancestrale quasiment du poisson rouge. Donc éviter les phénotypes qui ne rendent pas service à l'animal lui-même. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. C'est une très bonne question qui nous fait rentrer même dans le cœur de ce qu'est cette exposition, et qui a même ouverture sur un débat un petit peu plus philosophique et éthique. Donc c'est très intéressant comme question. Merci de nous l'avoir posée. Donc ouais, voilà, j'étais sur mon petit atelier créatif. Sachez aussi qu'on propose un petit questionnaire qui est très rigolo à faire, un questionnaire qui permet, alors je vais essayer de vous montrer sur le portable, on flash un petit QR code, et sur ce QR code, on débouche sur un petit questionnaire en ligne, et en répondant aux différentes questions, en fait, on essaye, nous, l'Aquarium de Paris, de vous dire votre personnalité, à vous, elle nous fait penser au comportement de tel ou tel animal, de telle ou telle variété de poisson rouge. Parce que forcément, à force de sélection, de critères physiques, etc., c'est un peu comme les chiens. Les variétés, elles vont avoir des comportements différents, des robustesses différentes, etc. Et au final, c'est très intéressant de pouvoir comparer sa personnalité au comportement d'un poisson rouge. Alors, je fais une phrase un peu à rallonge, tout simplement pour ne pas tomber dans l'écueil. Quel poisson rouge êtes-vous? Parce que là, typiquement, ce serait de l'anthropomorphisme. On n'est pas des poissons rouges, les poissons rouges ne sont pas des humains. Donc, c'est juste, ça nous fait penser à. Et typiquement, quel est votre logement de rêve? Est-ce que c'est une villa d'architecte? Est-ce que c'est un chalet au bord d'un lac isolé? Est-ce que c'est un appartement en plein cœur de Paris? Est-ce que c'est un ancien corps de ferme dans un petit village? Bref, toutes ces petites questions-là, vous y répondez sur votre portable. Et donc, soit vous êtes plus proche des variétés les plus anciennes, les plus robustes, etc. Soit les variétés les plus délicates, les plus récentes, avec les motifs les plus exubérants, etc. Donc, amusez-vous sur le parcours à faire ce petit questionnaire, mais le but, c'est surtout en fait d'en apprendre plus sur les différentes variétés de poissons rouges, leur comportement, etc. Et c'est très marrant à faire. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire quelle variété vous êtes, pour qu'on fasse un peu nos stats, pour voir qui est la variété qui ressort le plus régulièrement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour quand même de ce qu'est la sélection, de ce que sont les poissons rouges de manière générale. On a fait quasi 40 minutes, je crois, donc on est un petit peu plus long que d'habitude. Pas de questions spécialement dans le chat? Non, ça va, tout roule. T'es clair, nickel, trop bien, hâte de venir la voir. En voyant les photos tout à l'heure, ça a l'air super, donc on a hâte, je sais pas si vous avez vu passer les photos sur Instagram, en story de l'Aquarium de Paris et tout ça, mais franchement, les photos sont top, et on a aussi des photos de visiteurs qui fleurissent, et nous, on adore repartager les photos des visiteurs. Donc, n'hésitez pas à nous taguer, etc., à partager vos petites photos, vos photos les plus kawaii, vos photos les plus Japon, vos photos les plus poissons rouges.
Moi, j'adore ces petites lanternes là qui sont absolument Les lanternes, c'est le magnifiques. spot le plus plébiscité depuis le début de cette exposition. Bon, on vous en On le montre voit. pas trop parce qu'il faut Ouais, aussi le voir soi-même, hein, c'est vrai, les c'est vrai. lanternes. Franchement, les lanternes, elles sont trop belles. Et puis, on est vraiment dans ce qu'on aime faire à l'aquarium. La petite devise de découvrir par surprise, apprendre en s'amusant, puisque justement, on va être un petit peu émerveillé par ce beau décor visuel. On va se prendre en photo, etc. Et puis, bah, bon, il y a quand même ces petits poissons. Ils sont là. On va lire des infos sur eux. Et au final, bah, pas mal de gens ressortent de l'aquarium en sachant plus sur les animaux domestiques, sur les bons réflexes à avoir, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation informelle à l'environnement. C'est comme ça qu'on arrive à faire passer nos messages. Donc, comme d'habitude, je vais vous conseiller de bien regarder les programmes. Je vous rappelle qu'il s'agit de programmes théoriques susceptibles de changer, mais informez-vous sur ces programmes-là pour voir un peu à quoi vous pouvez vous attendre sur votre visite. N'hésitez pas à bien aller sur la billetterie en ligne pour profiter des meilleurs créneaux, pour profiter des meilleurs tarifs. Là, à l'image actuellement, vous pouvez vous faire une idée du programme qui vous attend dans les jours à venir, avec les vacances notamment qui vont arriver très bientôt à la fin de la semaine prochaine. Donc restez bien connectés sur nos différents réseaux pour des petits lives Twitch. N'hésitez pas même à posteriori à nous poser vos questions pour qu'on y réponde sous divers formats. Votre curiosité, c'est un moteur pour nous aussi, pour vous faire apprendre plein de choses. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis sur On a ce une live. dernière question Ouais, avant de nous petite quitter. question Question dans de le temps Coco, additionnel. c'est ça. J'ai une question un peu parallèle. Est-ce qu'on mange des poissons rouges dans certains endroits? Alors actuellement, ça se fait presque plus de manger les poissons rouges. Ça peut avoir lieu dans certains pays asiatiques, mais en ultime recours, on va dire. Mais globalement, pendant très longtemps, le carassin doré a été mangé et probablement que les toutes premières variétés de poissons rouges ont aussi été mangées parce qu'il semble assez clair qu'au départ, ces poissons aient été sélectionnés plutôt en fonction de leur taille. Donc c'était pas pour rien, c'était aussi pour être mangés. Ils ont été utilisés aussi dans plusieurs pays du monde comme un auxiliaire de culture. Ils ont aidé à faire pousser certaines plantes, éliminer certains parasites, etc. Ils ont côtoyé aussi le développement des rizières en Asie. Donc forcément, ils sont très liés aussi à l'alimentation. Par contre, c'est dur à dire, est-ce que vraiment les poissons rouges ont été consommés de manière traditionnelle? Parce qu'aller faire la différence entre l'espèce d'origine de carassin, puis carassin doré, puis poisson rouge, les frontières sont très ténues, donc c'est compliqué à dire. On a mangé globalement du poisson rouge, mais oui, ça se mange, c'est comestible le poisson rouge. Après, c'est pas forcément le poisson dans lequel il y a beaucoup à manger, et surtout, ne mangez pas les poissons rouges des aquariums, puisque le milieu est trop petit et reconcentre trop la matière pour en faire un poisson de bonne qualité gustative. On peut manger un poisson qui vit en rivière ou dans des grands bassins d'aquaculture, parce que la matière recircule, c'est très oxygéné, etc. Là, dans un bassin, vous risquez de vous exposer à certaines maladies à la consommation, hein. Même un poisson en bonne santé, il peut vous refiler des maladies, donc ne vous risquez pas à en manger. Donc ça peut potentiellement être comestible, c'est pas une bonne idée de le manger. Et à travers l'histoire, il a probablement été consommé. Et son ancêtre, entre guillemets, donc plutôt l'espèce d'origine qui a servi à faire les sélections, a été, ça c'est sûr et certain, consommée, et elle était très proche du poisson rouge actuel. Donc pas facile de répondre à cette question, je trouve que c'est une bonne question. En fait, les questions amusantes, c'est souvent les meilleures questions, il y a plein de choses à dire dessus. Ouais. Donc voilà, hein, on va pouvoir s'arrêter ici. Et puis, comme d'habitude, hein, réservez bien vos places en ligne pour les meilleurs tarifs, les meilleurs créneaux. Et puis pour pouvoir consulter le programme, n'hésitez pas à le consulter le jour J pour voir s'il y a eu d'éventuels changements. On vous attend nombreux et nombreux à travers l'exposition Kawaii, l'art japonais du poisson rouge, pour voir toutes vos photos, pour répondre à toutes vos questions et surtout pour vous pouvoir soutenir votre émerveillement devant cette super belle exposition. Merci d'être venu sur ce live et puis on se dit à une prochaine fois. Salut à toutes, salut à tous. Salut, salut. Salut.